De retour sur le plateau de la tranche info, place maintenant au focus, 1 heure de débrief sur l'actualité locale. Et on va commencer effectivement à parler de la SIG, puisqu'après 70 ans d'existence sur le département, ils vont modifier effectivement leur mode de paiement. Et pour en parler avec nous ce soir, nous avons Éric Moulin, qui est référent métier à la SIG, et Valérie Néblet, responsable du centre Relations Clients. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. Alors pourquoi, après 70 ans, effectivement, la Société immobilière de Guadeloupe n'accepte plus le liquide? Alors, on ne va pas déjà vieillir la SIG plus qu'il ne faut. C'est à bientôt 70 ans, donc l'anniversaire sera célébré l'année prochaine. Et donc, cette grande dame de bientôt 70 ans, en fait, a décidé d'innover en procédant à l'arrêt d'encaissement en numéraire, donc à compter du 1er janvier 2020. Alors c'est une information qu'on communique à travers des spots radio, télé depuis quelques semaines. Et ça, il faut savoir que c'est pas un choix qui a été fait comme ça au petit matin en sortant du lit. On imagine bien. Ouais, c'est vraiment, ça vient vraiment d'une réflexion, d'une mûre réflexion. Qui a fait suite au durcissement de la réglementation par rapport au blanchiment d'argent. D'accord. Et donc, fort de ça, la SIG a réfléchi et s'est dit que par rapport aux contraintes réglementaires qui nous sont imposées et aux risques d'amende aussi qui sont infligés aux opérateurs, donc on a préféré... Ah, parce qu'on peut vous accuser effectivement un peu de blanchiment de recel. Tout à fait. Donc en fait, il faut savoir que depuis une dizaine d'années, aussi bien dans le monde des finances que les professionnels de l'immobilier avaient pour obligation de pouvoir signaler tout versement qui était suspect. Donc il y a une plateforme qui a été créée pour ça, donc qui s'appelle Hermès. Et donc, évidemment, ça se faisait plus au niveau des finances. Et là, cette ligne directrice qui a été validée par la Direction générale de la consommation et de la concurrence de la répression des fraudes en novembre 2018, donc avec Tracfin, qui est un service qui est là pour veiller au financement des terroristes. Donc, ils ont signé des... Tracfin qui permet aussi, dès qu'il y a des mouvements au-delà d'un certain montant, je crois au-delà de 10 000 euros, Tracfin vous épargne direct. Oui, dès qu'il y a des mouvements suspects. Donc, et donc là, nous, maintenant, professionnels de l'immobilier, on a pour obligation de signaler les cas on trouverait suspects. Donc vous imaginez le nombre de locataires qu'il y a à la SIG. Aujourd'hui, on est autour de 20 000 logements. Donc, c'est autant de versements au-dessus ou autour de 1 000 euros qu'il faudrait pouvoir justifier de la provenance des fonds. Donc là, on rentre dans une machine qui serait complètement infernale. Donc beaucoup trop de cash flow, en fait, oui, tout à fait. Qu'il faut réduire de façon à pouvoir retracer en fait tous les paiements. C'est bien ça. D'accord. Et donc, le choix que nous avons opéré, donc, c'est pas de dire qu'on arrête simplement et qu'on ne propose rien à côté. Donc, on arrête à la SIG au 1er janvier d'encaisser en numéraire, donc en espèces. Et ce service-là, il va être proposé, on va continuer à encaisser, mais au niveau de la Poste, donc avec le service Efficash. D'accord. Voilà. La Poste, un peu comme EDF, quand on veut payer ses factures d'électricité et qu'on sort. Exactement. Donc vous serez directement en lien avec la Poste maintenant? Oui, mais ça se fait déjà actuellement. D'accord. Donc les locataires, ils se présentent simplement au guichet de la Poste avec leur quittance du mois le plus récent possible. Et donc là-dessus, vous avez un code barre. Donc avec ce code barre qui est scanné au niveau de la Poste, le locataire, il choisit donc, le montant qu'il souhaite régler. Donc il peut avoir un montant de 500 euros, 1000 euros qui est imputé sur sa facture, mais si lui ne dispose pas du montant, donc il précise bien le montant qu'il souhaite régler à ce moment-là. D'accord. Donc il n'a pas de contrainte par rapport au montant qu'il serait affiché sur la quittance. Mais il n'a plus l'interlocuteur SIG. C'est ça, ça va être ça le gros changement, c'est qu'il n'aura plus l'interlocuteur SIG. Il aura toujours l'interlocuteur SIG, puisqu'on ne propose pas que le paiement efficace. Vous avez aussi la possibilité de contacter le centre de la relation client, qui est le centre d'appel de la SIG, qui existe depuis quand même 4 ans.
Et donc à ce moment-là, effectivement, quand il va recevoir sa quittance, à ce moment-là, il pourra toujours avoir quelqu'un lui demander des explications pour dire je ne comprends pas le montant. Et à ce moment-là, on pourra aussi l'accompagner et prendre le paiement, prendre la somme qu'il souhaite payer. Donc il aura toujours quelqu'un pour pouvoir l'aider, l'accompagner également. D'accord. Il y a d'autres moyens de paiement également. Donc il pourra également venir à la SIG, mais payer par la borne. Une borne mise à disposition, c'est une borne Internet où laquelle il pourra rentrer son numéro de carte bleue et ensuite effectuer son paiement. Il pourra payer aussi par chèque. Donc ça ne disparaît pas. Très bien. Donc il y a également d'autres moyens, un automate vocal. Donc un automate vocal où on fait le 0590 57 94 49. Donc 57 94 49. C'est ça, 57 94 49, où il va donner son numéro de compte locataire. Il va rentrer le montant qu'il aura sous les yeux sur sa quittance et il pourra payer. Donc il y a aussi, il pourra payer par Internet. Internet où il aura son compte locataire, où il va recevoir un SMS où il va rentrer les éléments. Donc il y aura toujours quelqu'un ou quelque chose. Vous voyez bien qu'il y a quand même plusieurs possibilités. Il n'est pas lâché le locataire pour pouvoir payer sa quittance. Et pour les locataires qui voudraient peut-être négocier, s'ils ont des retards de paiement, ils ont un petit cumul, 2 mois qui se sont rejoints et qu'ils ne peuvent pas payer tout d'une seule traite, comment ça se passe ? Alors, en fait, tous les locataires reçoivent une quittance. Donc, sur cette quittance, en haut à gauche, il y a porté le nom du gestionnaire. Donc, c'est leur interlocuteur privilégié. Donc, à partir du moment où le locataire peut avoir un retard de paiement, une difficulté, il lui suffit de prendre rendez-vous avec son gestionnaire et de voir dans quelle mesure il pourrait établir un échéancier pour régler cet arriéré. Suivant les cas, il pourrait aussi faire appel à l'aide de son gestionnaire au FSL. Donc ça, c'est le Fonds de solidarité qui requiert certaines conditions pour y accéder. Il peut aussi faire appel à son gestionnaire pour l'aiguiller sur des prestations auxquelles il aurait droit au niveau de la caisse d'allocation familiale, mais qui, par méconnaissance ou n'ayant pas l'information, donc à ce moment-là, le gestionnaire sera tout à fait à même de l'orienter vers des partenaires comme la GLS. Donc c'est une association qui travaille en collaboration avec les différents bailleurs sociaux de la Guadeloupe. Et donc le locataire, tout est fait pour lui permettre de vivre au mieux son logement et de faire face aux petites difficultés du quotidien qu'il pourrait rencontrer. Donc, plus de cash certes, mais toujours les gestionnaires, plusieurs modes de paiement, et on peut s'arranger si nécessaire. Tout à fait. Il faut vraiment privilégier aussi, puisqu'on sait qu'on n'a jamais le temps de faire quoi que ce soit, on est toujours par mois et par jour. Donc il faut vraiment privilégier le prélèvement automatique. Donc en privilégiant le prélèvement automatique, ça permet automatiquement, on sait qu'on passe, vous recevez votre facture, ça va très bien qu'on peut passer entre le 5 ou le 10, donc deux moyens, deux dates laquelle la SIC peut passer. Donc c'est plus simple. Donc, c'est sûr, mais il y a beaucoup de personnes qui sont un peu réfractaires au paiement par carte bleue sur Internet, qui aiment leur cash en fait, qui aiment dépenser justement leur cash. Alors en fait, faut savoir aussi que tous les modes de paiement qu'on a déployés depuis quelque temps, ce sont des modes qui sont complètement sécurisés. Et donc, ma collègue parlait tout à l'heure du prélèvement automatique. Alors la nouveauté, c'est que par rapport à avant, où il n'y avait qu'une seule date de prélèvement, comme elle a dit, on a le prélèvement avec 2 dates, donc le 5 et le 12. Oui. Et donc, ce qu'il y a aussi qui permet de faciliter la vie aux locataires, c'est que ce prélèvement automatique, il peut varier en fonction du souhait du locataire. Ah, c'est modulable. Il est modulable. Alors, il n'est pas modulable chaque mois, mais c'est un choix qui peut être fait donc en rencontrant son gestionnaire pour définir que, par exemple, le locataire peut être marié ou pacsé ou autre, et donc il y a un des deux qui souhaite régler une partie du loyer
donc sur son compte directement. Donc il y a un prélèvement qui peut être fait pour monsieur et un autre prélèvement pour madame. D'accord. Et donc on peut se répartir déjà. Voilà. Donc je vois que c'est un point qui a l'air de vous intéresser. Ah mais ça peut intéresser beaucoup de personnes justement, puisque bon, c'est déjà préorganisé, tu payes ta part, je paye ma part, voilà. Ça peut éviter des soucis. Hein. Exactement. Et donc c'est vraiment dans l'optique de faciliter la vie aux locataires qu'on a eu cette réflexion, parce qu'il y a eu une enquête à Viso qu'on a commandée il y a quelques mois, et donc le résultat de cette enquête à Viso où la question était en cas de fermeture des caisses à la SIG, vers quel autre moyen de paiement vous seriez intéressé pour vous orienter. Et donc à plus de 42%, les locataires de la SIG ont répondu qu'ils seraient intéressés par le prélèvement automatique. Et donc pour nous, l'idée c'était vraiment de dépoussiérer un peu cet outil de règlement, et donc essayer de lui apporter des petites nouveautés, des touches. Et donc là c'est pas fini, là on parle du prélèvement automatique, mais il faut aussi savoir qu'on travaille sur un extranet. Donc l'extranet, donc là aussi ça se passe sur Internet, et c'est un endroit où le locataire va pouvoir créer son compte locataire. Donc une fois qu'il a créé son compte locataire, il pourra communiquer avec son gestionnaire, donc poser des questions. Il pourra aussi faire des demandes de travaux. Donc là, il y a déjà l'extranet, mais qui est limité à certaines actions, comme pour le paiement. Mais l'extranet est amené à évoluer donc d'ici l'année prochaine. Alors il y a l'extranet, on travaille aussi sur comme mode de paiement novateur sur l'application mobile. Donc parce que on a aussi. Mais ça va plaire ça. Ah oui, non, mais on a aussi vu que dans les réponses qui nous ont été faites, qu'il y a une population relativement jeune qui est en attente du déploiement d'une application mobile. Et donc là, on y travaille d'arrache-pied, avec une équipe qu'on a mis en place il y a de ça depuis le début d'année, où on a fait appel à différents collègues, donc qu'au passage je remercie grandement pour l'implication de chacun, où on a des collègues de différents services, donc service informatique, service gestion locative, service communication, service back-office, service relations clients, donc bien montrer que toute la SIG et au service du locataire. Et donc c'est ce regroupement de services qui sont tous au service du locataire, qui a travaillé comme ça pendant plusieurs mois, où on se regroupe 1 à 2 fois par mois pour travailler sur ces différents projets, et qui là, avec beaucoup de joie, on voit qu'ils commencent à voir le jour, et que les locataires semblent très satisfaits de ce qu'on leur propose. Effectivement, c'est un projet qui est, voilà, comme l'a dit Eric, qui n'est pas sorti comme ça, on travaille dessus, on essaie d'avoir les retours des locataires, donc par rapport à l'enquête à Viso qui a été faite au cours du mois de juillet. Donc c'est ces retours qui permettent de nous conforter un petit peu dans cette démarche. Il faut aussi savoir qu'on n'est pas les seuls, hein. C'est pas quelque chose les seuls bailleurs, les premiers bailleurs à mettre en place, à supprimer un petit peu les paiements, puisque pour toutes les raisons que. On dit un peu que le cash est voué à disparaître. Hein. Il sera de moins en moins utilisé, on passera en mode de paiement électronique, dématérialisé en tout cas dans tous les cas. Comme quoi, dans un avenir très lointain. Très lointain, il se rapproche de plus en plus, hein, j'ai l'impression, cet avenir. dans les années qui viennent, je pense que ça aura complètement disparu. Donc par rapport à cela, l'idée c'est vraiment aussi, par rapport, si effectivement le locataire, quand il a besoin d'informations supplémentaires, il peut appeler le centre de la relation client, qui est le 0806 800 971. Donc nous, on les accompagne, le centre de la relation client, les conseillers qui sont présents les accompagnent surtout, que ce soit en termes de réclamation, d'information, de propositions, que ce soit pour les demandes de logement, pour tout en fait, qui concerne la SIG. Donc vous avez quand même, et puis également toutes les alternatives en mode alternative au paiement en espèces. Très bien. Voilà. Alors, que rajouter à ça? Oui. Les associations? Oui, alors que rajouter à ça? Quels seront leurs rôles? Les associations sont à la SIG en tout cas très dynamiques, et donc nous sommes actuellement en train de travailler sur des projets avec les associations de locataires et les fédérations d'associations, et donc le rôle, c'est vraiment un rôle d'accompagnement du locataire,
afin d'éviter cette fameuse fracture numérique, parce qu'aujourd'hui, plus on avance et tout devient informatique. Et donc, il faut penser aux aînés. Oui, ben justement, et les associations ont su nous le rappeler lors des échanges qu'on a mis en place avec eux. Et donc, c'est dans cette optique que évidemment, les associations de locataires vont pouvoir accompagner nos aînés, vont pouvoir accompagner les locataires de la SIG, mais pas seulement, parce que il n'y a pas que la SIG qui procède à l'arrêt d'encaissement numéraire. Aujourd'hui, nous, on parle de la SIG, mais c'est un système qui sera normalisé à tout le monde bientôt? Quand on regarde en tout cas le paysage tel qu'il se décline actuellement, on se rend compte qu'il n'y a pas que la SIG qui procède à l'arrêt d'encaissement en espèces. Donc on remercie grandement les associations de locataires pour le rôle qu'ils sont en train de jouer actuellement auprès des locataires. Et je voulais aussi parler parmi les moyens de paiement novateurs qu'on a déployés, du lien de paiement donc, avec les SMS. Donc, lien de paiement avec les SMS. Ouais. Éclairez-nous sur ça. Alors aujourd'hui, en fait, le locataire qui a un retard de paiement qui peut être léger, tout le monde peut oublier de régler son loyer au cours du mois, et donc le locataire il reçoit de façon automatique un SMS donc, pour l'inviter à régler la somme qu'il souhaite. Là aussi, il peut choisir. C'est pas une sommation avant prélèvement, hein. Alors non, du tout. Non. Ce n'est pas une sommation. Alors, là où on a été vraiment surpris, c'est de constater qu'en à peine 4 mois, ce mode de paiement est devenu, on va dire, entre guillemets, la coqueluche des modes de paiement à la SIG, parce qu'en à peine 4 mois, on a constaté qu'il y a plus de 30% des moyens de paiement, des paiements qui sont effectués à travers ce lien. Donc tous les paiements, je parle au niveau informatique, ça fonctionne vraiment très bien, et c'est montré qu'il y avait une très forte demande des jeunes, ce qu'on a retrouvé dans les résultats de l'enquête Aviso, et c'est pour ça qu'on s'est attelé à pouvoir proposer ce service-là et qui connaît un vif succès. Alors, à partir du 1er janvier 2020, la Société immobilière de Guadeloupe, donc la SIG, n'acceptera plus l'espèce. Avant de se quitter, on va rappeler quand même les modes de paiement qui sont toujours proposés à vos clients. Alors, nous avons le prélèvement automatique, nous privilégions cela, le centre de la relation client qui accepte les paiements par carte bleue. Vous avez l'automate, le 0590 57 94 49. Bon, les cartes bleues, le chèque, on accepte les chèques également sous lequel, au dos du chèque, il est important de notifier le compte locataire. D'accord. Ensuite, Efficash, donc en espèces, mais à Efficash, donc à la poste. Et puis le site internet, et pour finir, le lien SMS, dont Eric vient de parler par... donc 4 mois déjà pour le lien SMS. Comment? Oui. 4 mois déjà depuis la sortie. Oui, tout à fait. Oui. Donc c'est bien pour montrer qu'on est à pied d'œuvre depuis le début d'année, et qu'on n'a pas encore terminé, puisque même... passé la date fatidique du 1er janvier 2020, on va continuer, donc ce groupe de travail va continuer pour le suivi, donc pour accompagner les locataires. Il faut savoir que les hôtesses d'accueil, donc dans chaque agence, puisque dans chaque agence on a aussi déployé des tablettes avec le lien de paiement, donc seront là pour accompagner les locataires, donc afin qu'ils ne se sentent pas perdus comme ça, laissés dans la nature. Et en cas d'impayé, je voulais le dire avant qu'on se quitte, en cas d'impayé, mieux vaut ne pas faire le mort, mieux vaut vous contacter. Absolument. Appelez le 0806 800 971. Vous aurez en fait des conseillers qui vont vous rediriger vers le gestionnaire de votre compte, et qui sera même apporter des solutions. Merci beaucoup, en tout cas Valérie Néblet, responsable du centre relations clients à la SIG, et Eric Moulin, référent métier justement à la Société immobilière de Guadeloupe, d'être venus sur ce plateau ce soir. Donc notez, plus de cash à la SIG à compter du 1er janvier 2020. On se quitte pour une petite page de pub et on revient pour le focus.
Et de retour sur le plateau du Focus, place maintenant à Audrey Cornélie qui va nous présenter son ouvrage avec un titre qui me plaît particulièrement, Réussir ou mourir. Bonsoir Madame Cornélie. Bonsoir, ça va? Ça va très bien, merci et vous? Bien, je suis contente quand je suis chez vous, je suis contente. C'est très bien. Alors ce livre, Réussir ou mourir, déjà ne serait-ce que le titre, pourquoi? Alors, réussir ou mourir, il ne faut pas le prendre au premier degré, surtout mourir en soi. Donc, moi, étant coach en développement personnel et professionnel, je rencontre pas mal de gens à mon cabinet et il est vrai que j'ai voulu faire un ouvrage qui retrace les 8 étapes pour définir un nouvel objectif de vie. Donc, si on parle de nouvel objectif de vie, c'est après quoi? C'est après un échec? Alors oui, alors ça peut être après un échec, après une déception, après la perte d'un emploi ou un deuil. Donc, ça peut être un deuil physique, mais un deuil suite à un échec, parce que peu importe les situations, quand il y a un changement, on parle de deuil. Donc réussir ou mourir, parce que généralement, surtout aux Antilles, quand on parle de mourir, c'est zéro ATP, mort, envie, mort. Face à une situation, on n'a parfois envie de mourir, pas envie de se suicider forcément, ou aussi, mais mourir, c'est vraiment dans le sens où émotionnellement, psychologiquement, on sent que c'est la fin. D'accord. Bon, on a quand même des passages à l'acte voilà. Et dans justement, certains cas. On en a un dernièrement avec un féminicide plus une pendaison. Tout à fait. Donc justement, ça prend tout son sens. Et d'ailleurs, j'ai porté beaucoup de réflexions au moment où j'ai écrit ce livre, parce que parfois, on est tellement dans nos émotions qu'on n'arrive pas forcément à trouver une nouvelle direction ou tout simplement une direction. Les gens parlent de moins en moins. On n'a pas forcément envie de parler de nos petits problèmes ou des choses qui nous embêtent, soit par honte, soit par orgueil ou par fierté. Donc ce livre part effectivement d'une situation, donc l'instant présent, et ouvre justement les champs des possibles et puis donne un peu d'espoir par rapport à ce genre d'action, parce qu'on peut juger, on juge facilement, mais il est vrai que parfois le rationnel disparaît face à une situation qui fait appel à des émotions qui sont très 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 fortes. Donc c'est aussi pour ça que ce livre compte beaucoup pour moi, et ce titre Réussir ou mourir, c'est un titre choc, mais c'est pour aussi faire appel aux gens qui sont dans ces genres de situations. Donc 8 clés pour pouvoir surmonter... Alors c'est 8 étapes. Alors l'idée c'est surtout, moi je le vois comme un petit coach. Alors pourquoi écrire ce livre? Dans un premier temps parce qu'en ce moment, coach, phénomène de mode ou pas, tout le monde en parle. On en a de partout dans tous les domaines. On en a partout dans tous les domaines. Alors l'idée c'était aussi pour légitimer, parce que moi j'ai quand même fait une certification, parce qu'il faut quand même rappeler que pour être coach aujourd'hui, c'est un diplôme d'État qui est reconnu et qui... Vous avez vu Monsieur Mathiazin? Je ne l'ai jamais rencontré personnellement, mais je le suis, je vois ce qu'il fait. D'ailleurs, je le remercie parce qu'il se bat beaucoup justement pour la cause des coachs qui aussi ont passé leur certification, parce que c'est quand même un métier qu'il faut prendre à des pincettes, parce qu'on ne peut pas coacher tout le monde. Et n'importe comment. Et n'importe comment, et ça peut être très 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 dangereux. Donc l'idée c'était pour pouvoir dire de légitimer, parce que beaucoup de gens me connaissent sur toutes mes autres casquettes, parce que j'ai d'autres casquettes, en l'occurrence manager d'artistes, productrice de spectacles. Donc pour pouvoir dire, bon écoutez, je suis coach aujourd'hui, mais je ne me suis pas levée un matin et me dire, bon ça marche bien en ce moment, je fais ça. Donc c'était pouvoir légitimer ma profession, parce que j'ai quand même eu l'occasion de faire une école quand même qui est très renommée, prestigieuse à Paris, et pouvoir reprendre les 8 étapes du coaching. Donc c'est ce qu'on fait déjà au cabinet, déjà. Donc comme je sais très bien que beaucoup de gens ne viendront pas à moi comme ça, parce que on a quand même culturellement en Guadeloupe, on n'aime pas aller voir les gens, que ce soit les thérapeutes, que ce soit les psychologues, que ce soit les psychiatres, et dire aux gens, parler de nos problèmes. Donc c'est un premier outil qui permettra aux gens de faire le point tout seuls chez eux, de travailler, de faire le point avec eux-mêmes et de se dire, ah donc c'est ça vraiment le coaching, ok, d'accord, pourquoi pas. Et après moi je me propose d'être là pour les accompagner. Alors est-ce qu'on peut avoir un petit aperçu des 8 clés? Pas forcément toutes, il faut garder. Alors, quand même. Il faut savoir que déjà le coaching, comme je le disais tout à l'heure, c'est 8 étapes. Donc on part déjà sur l'instant présent. On va dire qu'un coach prend un coaché, en l'occurrence on appelle ça comme ça, à l'instant présent. Donc on part d'un point A. Donc maintenant on ne travaille pas sur le passé, ça on laisse ça pour les psychologues et les autres. On part de point A et on va vers un point B, donc le futur. Donc on accompagne le coaché vers un point B. Donc c'est vraiment ça. Donc les 8 étapes. Est-ce que vous conseillez de se détacher du passé? Non, parce que de toute façon on ne peut pas aller de l'avant sans prendre en considération le passé. Mais ce n'est pas ma profession de pouvoir... moi je prends l'instant présent, on travaille, donc on sensibilise. Le rôle du coach, il faut vraiment comprendre que c'est mettre en lumière les ressources
que chacun ont déjà à l'intérieur d'eux. Donc c'est une prise de conscience. On ne conseille pas. C'est vraiment important que les gens le comprennent parce que moi, par exemple, j'ai été manager, je suis manager où le rôle du manager, c'est de conseiller. Tu fais ça, tu vas là, ça a marché, de monter des stratégies. Le coach, non. Vous avez un objectif, vous venez voir un coach. À travers de l'étape 1, on va faire l'instant présent, donc l'état des lieux, savoir où vous en êtes dans votre vie. Après, on va avancer effectivement sur votre responsabilité dans la situation actuelle. Donc on travaille beaucoup autour de ça. Vous en a bloqué à ce niveau-là. Les quoi? La responsabilité. Alors les responsabilités, pas seulement aux Antilles. Hein. Quand on parle de responsabilité avec l'être humain, ça coince. On aime se défausser. Mais oui, parce qu'on a toujours l'impression que c'est la faute des autres. Alors que dans tout ce qui nous arrive, on a une part de responsabilité. On a toujours 50% de responsabilité dans la situation. Donc il faut prendre conscience de notre part de responsabilité. Après, dans le livre, on parle aussi des besoins, des envies, parce que pour aller quelque part, forcément, il faut identifier ses besoins. Je parle des valeurs, et avec les valeurs, moi, c'est quelque chose qui est super important pour moi, parce que il faut savoir que dans le livre, je me suis fait moi-même coacher, et je me prends un exemple. Donc voilà, je suis arrivée jusque-là et je prends les étapes en toute transparence. Hein, je parle des valeurs parce qu'il faut identifier qui on est. On dit souvent aux Antilles, par exemple, t'as la panipon valet. Je déteste quand on entend. C'est pas vrai. On a des valeurs différentes et donc du coup on a du mal à s'entendre et se comprendre. On peut discuter des heures avec quelqu'un et lui dire mais pourtant je t'ai parlé en français, tu parles chinois, je comprends pas. Non, c'est que vous avez juste une valeur qui est différente ou il n'a pas cette valeur. Donc au final il n'entend pas vous parler notre langage. Donc on parle des valeurs, on parle des changements dans le livre, on parle des faits de stratégie, ressources pour pouvoir atteindre son objectif. Les ressources qui sont déjà en nous. Alors, on n'invente rien, on n'ajoute rien. Non, alors les ressources qui sont autour de nous, oui, mais pas. Et aussi les ressources externes. Donc ça peut être les parents, la famille, les amis, les ressources auxquelles on va s'appuyer pour nous accompagner vers notre objectif. Très intéressant. Est-ce que effectivement le livre seul peut aider? Alors le livre seul vous accompagne énormément, mais il y a un moment où effectivement, alors ça dépend de où vous en êtes dans votre vie, ça dépend aussi de votre objectif. Comment déjà se situer? Alors justement, le livre, premier chapitre, il parle de ça, à l'instant présent. Parce que c'est un livre, c'est un ouvrage où il y a des exercices aussi, il y a des outils, ils vous permettent de pouvoir travailler seul dans votre coin, des outils, des cahiers d'exercices, et vous avancez. Après, moi, je me propose, dans le livre, effectivement, il y a un site internet qui est le titre du livre, où effectivement, vous pouvez me parler en ligne, on peut avancer, ou simplement me voir au cabinet. Mais ce livre, déjà, vous permet de pouvoir faire un bon cheminement. Très bien. Donc, introspection, arriver à se sonder soi-même, trouver un peu ses qualités, ses défauts. Alors, ses qualités, ses défauts, je ne dirais pas forcément ça. C'est surtout déjà pouvoir identifier ses besoins. Donc, je parle de la pyramide de Maslow, hein, pouvoir se situer, savoir où effectivement on en est. Puisque parfois, on a l'impression, oui, j'ai besoin de rien, j'ai envie de rien. Mais on a des besoins peut-être qui sont conscients et d'autres non conscients. D'accord. Et c'est uniquement quand on a mis le doigt effectivement de ses besoins, quand on a travaillé sous ses valeurs, donc on sait effectivement qu'est-ce qui nous constitue, parce qu'il faut rappeler qu'une valeur, c'est vraiment ce qui constitue l'être psychique de l'être humain. Ce pourquoi on est prêt à se battre. Ce pourquoi, si on touche à cette valeur en nous, on devient quelqu'un d'autre. Parce qu'on voit des gens dire, oui, mais pourtant il est toujours très calme, je ne comprends pas, là il a pété les plombs. Oui, parce que là on a touché à une valeur qui était fondamentale, très importante pour lui. Donc du coup, le fait de toucher cette valeur, et bon, on se transforme. Donc quand on fait le point sur les valeurs, donc il faut savoir que chaque personne a au moins minimum 10 valeurs qui sont vraiment importantes. Là, on a un point sur qui on est, où on veut aller. Et là, on comprend. C'est soit je suis exactement où je veux être, soit je me dis je suis pas exactement, mais là j'ai mis le doigt sur quelque chose qui peut être important pour moi. Comment je vais faire pour pouvoir justement faire augmenter cette valeur dans ma vie, parce que c'est quelque chose qui me constitue. Alors c'est soit parce que mon entourage n'est pas en adéquation, soit parce que mon travail n'est pas en adéquation, soit parce que ma vie de couple n'est pas en adéquation, ou plusieurs raisons. Et là effectivement on met en place des choses, mais ça c'est vraiment à la demande du coaché, et là on va déterminer son objectif, où il veut aller. Et une fois qu'on a déterminé son objectif, on va mettre une stratégie en place
pour pouvoir atteindre cet objectif. Il faut arriver à un peu trouver ses valeurs. Vous n'aimez pas le fait qu'on dise effectivement qu'on n'en a pas en ce moment, et notamment ici en Guadeloupe, mais on fait face à quelque chose qui a bouleversé le monde, ça s'appelle le Money God, donc cet argent qui peut transformer un être humain. Alors est-ce que effectivement on ne se laisse pas un peu acheter aussi, et qu'on n'est pas prêt à céder nos valeurs pour tout simplement de l'argent? Alors non, pas forcément. Ça veut dire que si on a la valeur argent, eh bien on a... Ah, la valeur argent peut être... Oui. Ah, bien sûr. D'accord. Alors, je sais qu'il y a quelque chose qui peut choquer aussi. Il y a des gens qui ont la valeur fainéantise. Ça peut choquer. La procrastination même. Pire que tout. C'est-à-dire qu'il y a des gens, eux, ils aiment ne rien faire. Voilà, tout simplement. Alors, il y a des gens qui ont eu la valeur argent. L'argent, c'est super important pour lui. Eux, ils sont prêts à quitter leur famille, à tout quitter, à tuer même pour l'argent. Donc, au final... Donc, une valeur peut prendre le pas sur l'autre, sur les autres. Oui, sur les autres, parce qu'il y a une valeur qui est vraiment, vraiment importante. Parce que dans le livre, justement, j'invite les gens à noter leurs valeurs. Donc, il y a des valeurs sur une échelle de 0 à 10 qui sont plus élevées que d'autres. D'accord. Donc, si elle est plus élevée que d'autres, c'est que c'est vraiment, vraiment important. C'est-à-dire que tous les jours, vous alimentez cette valeur. Tous les jours, vous êtes en phase avec cette valeur. Donc si quelqu'un a la valeur argent et que tous les jours le matin il fait en sorte, ça c'est fort, c'est important, il est capable pratiquement d'écraser quelqu'un sur la route parce qu'il a vu je sais pas un sac de la Brinks qui est tombé par exemple, c'est que sa valeur elle est à 10 sur 10 parce qu'il est à fond dedans. Donc ça ne change pas les gens. Tout ce qui se passe dans la société, ça ne change pas forcément les gens ont ça en eux, tout simplement. D'accord. Voilà, donc c'est pas nécessairement l'argent qui change les gens. Non, c'est simplement parce que ça va appuyer sur quelque chose qui est déjà là. C'est comme on dit, les gens ne changent pas. Effectivement, les gens ne changent pas. Ils s'améliorent. Le mot amélioration, qu'est-ce qui se passe? C'est parce qu'ils ont déjà des valeurs en eux. Et parce qu'on va appuyer sur quelque chose, la valeur qui était peut-être notée à 0 ou à 1, elle va tout simplement remonter. D'accord. Mais c'est qu'elle est déjà là. Mais fondamentalement, on ne change pas. Fondamentalement, les gens ne changent pas. Ça, c'est à titre personnel. Et à titre professionnel, les gens ont des valeurs qui leur sont propres. Alors, il faut savoir qu'il y a deux types de valeurs. Il y a les valeurs héritées et il y a les valeurs construites. Les valeurs héritées, c'est comme ça indique le nom, c'est l'héritage. Donc, quand vous avez été petit, les parents, les grands-parents, en tout cas les gens qui vous ont éduqué, vous ont transmis des valeurs. Par exemple, le respect, le respect, en fait, des valeurs, oui, des valeurs en tout cas qui étaient importantes pour eux. Donc, ça, vous avez fait le choix, vous avez fait le tri, ce qui est important pour vous, vous avez gardé. Ce que vous estimez, bon, maman, elle ses affaires, moi, ça ne m'intéresse pas, papa, il est bien gentil, grand-mère est bien gentille. On prend un truc très culturel. On dit quand on s'installe dans une maison, il faut que la table arrive avant, il faut que la gazinière arrive avant, il faut laver l'eau en mer, enfin, il faut mettre... Il y a des choses qu'on nous répète, Si, par exemple, vous dites, bon, ça, bien gentil, bitaillot, moi, ça ne m'intéresse pas. Donc, c'est une valeur que vous allez repousser, que vous allez rejeter. À côté de ça, vous allez avoir des valeurs construites. Donc, ça, c'est le deuxième type de valeur. Les valeurs construites, ce sont des valeurs qui sont liées à votre expérience, à votre vécu, par rapport à ce que vous avez fait dans la vie, vraiment. Et donc, vous avez fait un mix des deux, valeurs héritées et valeurs construites, et c'est ça qui vous constitue. C'est ça qui vous constitue. Et heureusement qu'on ne garde pas toutes les valeurs héritées. Pourquoi? On n'aurait pas été différent. On ne changerait pas, les sociétés seraient exactement les mêmes? Eh ben non. Par exemple, je sais que si je prends l'exemple de la table, j'ai eu l'occasion de me battre à plusieurs reprises avec ma mère. Ton histoire de table où tu mets dans la maison, c'est pas parce qu'on va mettre une table dans la maison qu'il y aura toujours à manger. Hein. On est d'accord. Mais bon, donc c'est bon. Mais comment on fait avec toutes ces superstitions justement? Parce qu'il y a beaucoup de valeurs qui sont basées sur, souvent on ne sait même pas sur quoi. Alors, c'est vrai que très souvent, on ne sait pas pourquoi. Parfois, on le fait par mimétisme, hein, parce qu'on se dit, bon, il faut avoir la paix aussi avec la famille, n'est-ce pas? Donc, il faut le dire, on le fait aussi pour avoir la paix. Donc, on reproduit, on cherche déjà même pas à comprendre pourquoi. Après, il y a la petite peur aussi, se dire, bon, peut-être que l'ancien a raison, ben fait, oui, voilà, rien va arriver. Mais aussi, il faut dire qu'après, ça déclenche autre chose. On parle beaucoup de ça aussi en coaching, et j'en parle dans mon livre, c'est les croyances et les limites. Alors, les croyances, qu'est-ce qui va se passer? Par exemple, je prends encore un truc on en parle vraiment aux Antilles, pas dit pour moun aïe, pas raconter bitin, si on vous fait un bitin, pas dit. Donc qu'est-ce qui
se passe? Ils te disent ça pourquoi? Parce que si vous parlez de BTL peut qu'est fait. Ça, c'est proprement culturel. C'est vrai. D'accord? Après, donc nous, même si on n'y croit pas, on n'attache pas d'importance, et bien on est là, on dit rien, on fait rien. On te dit, ne fais pas trop. Si tu as envie de faire des choses, ça dans l'ambition, tais-toi, fais petit, n'aie pas trop de grands rêves, ne fais pas ci, ne fais pas ça. Au final, qu'est-ce qui se passe? On se crée des croyances, on se crée des limites, et on fait pas grand-chose, en gros. Parce que, et ça, si on fait un pourcentage, je pense qu'il y a quand même pratiquement 70% de la population aux Antilles qui suivent. Parce que, ben voilà, c'est comme ça. Alors derrière, qu'est-ce qui se passe? C'est pour ça qu'on est aussi complexé avec l'argent, par exemple. On n'en parle pas. On dit jamais combien on gagne. On dit jamais combien j'ai acheté ma voiture ou combien j'aurais aimé acheter. On parle pas de ça. Parce qu'on se dit, ouais, ils se disent ça, c'est jalousie. Ils font sorcier, ils font bitin. Tu vois, on est vraiment à fond dans ce truc-là. Et ça nous limite. Ça nous limite. Pourquoi? Parce que du coup, on rêve petit. On a des petites ambitions. On veut pas trop faire parce qu'on veut pas attirer trop de jalousie. Et donc ça aussi, en coaching. Donc nos croyances nous freinent. Alors, pas toutes les croyances, parce qu'il y a des croyances qui peuvent nous pousser. Je parle vraiment des superstitions, comme vous le dites, alors, référence guadeloupéenne. Si on est en accord avec nos croyances, et on n'a pas de problème, on fonctionne avec, et que ça n'est pas de frein. Parce que du coup, qu'est-ce qui se passe au bout d'un moment? Une fois qu'on a déterminé l'objectif avec le coaché, on fait le tour des limites, donc c'est ce qui crée des blocages, ce qui fait que la personne aujourd'hui n'a pas atteint son objectif. Parce qu'on est d'accord que si quelqu'un vient à vous, c'est que pour l'instant, il a déjà essayé ou pas, il ne va pas recommencer, et puis il n'y arrive pas. Mais du coup, nous, on va identifier les blocages, et les blocages sont liés déjà premièrement aux limites. Donc on a deux types de limites aussi. On a les limites aidantes et les limites limitantes. D'accord. Donc j'en parle aussi des limites parce que les limites aidantes, quand on les positionne, on met une limite entre les gens. Les gens, voilà, ça c'est là, tu franchis pas ma frontière, c'est ma frontière. Les limites limitantes, c'est tout ce que je viens de dire. C'est quand on fait ça, on est comme ça. Si je parle de ça, je vais faire ça. Je prends de ce livre. Ce livre suscite beaucoup de les gens en parlent. Me disent, Audrey, elle a écrit un livre, mais alors pourquoi elle en parle? Moi, je sais que j'ai communiqué beaucoup sur mon livre en disant voilà, le livre il sort. Vous pouvez acheter des précommandes du livre, alors que le livre n'était pas terminé. Moi, j'ai eu des appels, Audrey, mais pourquoi tu dis ça? Tu n'as pas encore fini le livre. Les gens, tu dis précommande, tu sais pas ce qui va se passer. Mais en gros, qu'est-ce qui se passe? Si moi, en tout cas, j'avais cette croyance, je n'aurais rien fait. Donc, du coup, le fait de pouvoir le faire, ça a une double action. J'ai quand même lancé sur les réseaux sociaux une vente en précommande d'un livre qui n'était pas terminé. Le livre s'est vendu. Donc, qu'est-ce que ça se passe? Ça fait un levier. Tu es motivé pour finir ton livre. Tu n'as pas le choix, en tout cas, il faut le finir. Clairement. Parce que tu ne vas pas dire aux gens, vous savez, je vous ai dit que le livre. Mais j'ai pas tout fini. Non. Rendez-vous l'année prochaine. Et le livre, il est fait. Donc, ça aussi, en termes de coach, moi, j'accompagne les gens à pouvoir identifier effectivement leurs limites limitantes et leurs croyances qui les bloquent, qui les freinent où ils ont envie d'aller. Et c'est clairement ça. Pour que les gens puissent vraiment comprendre quel est le rôle d'un coach, c'est autour de ça. Il n'est pas question de démonter les rites et les coutumes qui se passent. C'est pas ça. Quand on a identifié, par exemple, une croyance qui aide, en tout cas, le coaché, ou en tout cas il est en accord avec, on va pas y toucher. C'est ça, je suis pas dans le partage, je peux ne pas partager. Par exemple, moi je sais que je peux me retrouver avec des gens par exemple qui ont envie, leur but c'est de pouvoir acheter les plus grosses voitures qu'ils ont. Je peux ne pas être d'accord, je me dis bon, qu'est-ce qui lui arrive? Mais c'est pas mon problème au final, c'est de pouvoir accompagner cette personne. Il est en accord avec ses croyances, il est en accord avec ses valeurs, peu importe, et là on avance. Mais il faut vraiment que les gens comprennent qu'autour de ça, ce n'est pas de pouvoir ni conseiller, ni démonter. Je n'ai pas la prétention en tout cas d'avoir la science infuse. C'est pas du tout ça. Je ne suis pas là pour vous donner des conseils. Je ne suis pas une donneuse de leçons. Je ne suis pas un gourou. On a du mal avec ça aussi. Oui, on a du mal avec ça. Je ne suis pas un gourou. Je suis un coach certifié qui aujourd'hui vous dit voilà, j'ai une méthode. Dans le livre, je l'ai appliqué en tout cas à ma personne. Ça a marché. Et en tout cas, je vous livre en tout cas mon expérience. Et je vous dis surtout d'investir sur vous. Parce que l'objectif pour moi en 2020, de manière à ce que les choses puissent s'améliorer, de manière à ce que la Guadeloupe aille mieux, investissez sur vous en achetant ce livre et je pense que ça ira mieux. L'investissement sur soi-même, c'est techniquement, c'est une logique imparable. Oui, mais dans l'application... C'est plus compliqué. Pourquoi? Parce que, et là encore, on a... Des croyances limitantes, encore une fois? Aussi, mais c'est une question là, on vient toucher à autre chose qui est beaucoup plus profond, c'est la confiance en soi et l'estime de soi. Quand on a le sentiment que la réussite, par exemple, c'est dédié à
type de personne, à une classe de personnes, eh ben, on se dit c'est pas la peine, bon, je suis pas à la hauteur et puis en plus, voilà. Donc du coup, on se freine nous-mêmes, mais parce que on n'a pas confiance en soi. Alors ça, on travaille aussi sur la confiance en soi, parce que ça reste quand même la base de la confiance en soi et l'estime de soi. C'est quelque chose de très important. Et d'autres choses, moi je sais qu'on m'aurait dit il y a quelques mois, Audrey, tu écris un livre, j'aurais rigolé. Déjà parce que je n'aime pas trop le français. Déjà, je suis plus scientifique. J'ai toujours en train de dire, pour ta vie, il n'y a pas de faute, il y a une faute, c'est bon, c'est bien, c'est la grammaire, c'est bon. J'ai un problème avec ça. Donc on m'aurait dit, Audrey, ben écoute, et si je m'étais arrêtée justement à ça, Audrey, écoute, t'es pas bonne en français, tu vas pas écrire un livre, quoi, tu veux que je se moque de toi, j'aurais rien fait. Mais il y a des gens qui sont là pour ça. Il y a des correcteurs. Il y a des correcteurs, ils sont là pour ça, ils sont payés pour ça, on vérifie, il y a 15 personnes. Mais si on part d'entrée de jeu, on part perdant. Mais on fait rien. On est perdant. On fait rien. Moi, je sais que quand j'ai décidé de passer ma certification de coaching à Paris, je venais juste d'avoir une petite fille qui avait 3 mois. Je sais que j'ai eu à supporter le regard des gens. Bon, elle vient d'accoucher, j'ai qu'à retourner l'école, qu'à comprendre. Mais au final, c'est pas ça. Il faut jamais perdre de vue la personne qu'on a envie d'être. Alors, les personnes en face, le regard des gens, ceux qui vous renvoient, ou même vos peurs, peuvent vous freiner. Si vous avez envie d'être quelqu'un, même si c'est seul dans votre chambre, dire un jour je serai sur la scène, eh bien, il faut y croire. Parce que le fait d'y croire vous stimule. Le fait d'y croire, vous êtes en action. Le fait d'être en action, eh bien, une action génère un résultat. Est-ce que dans même l'effet inverse, quand on croit justement, on a certaines croyances négatives, est-ce qu'on les matérialise nous-mêmes? Ah mais bien sûr. Et là, on peut débattre très longtemps dessus. Mais bien sûr, puisque le fait de pouvoir se dire qu'on ne va pas réussir et qu'on n'est pas bon, donc du coup, on est dans l'inaction. On n'essaie même pas parce qu'on n'est pas bon, ça ne va pas marcher, je ne suis pas faite pour ça, je ne suis pas destinée pour ça. Donc du coup, on reste là. Mais en gros, moi ce que j'ai envie de dire aux gens, qu'est-ce que ça vous coûte d'essayer? Au pire des cas, ça ne va pas marcher et vous le pensez déjà. Il y a quelque chose d'autre qui est limitant ici, c'est un peu le regard des autres. Ah, mais complètement. Et un peu la famille. Alors la famille, oui, mais ça c'est c'est propre aux Noirs, à l'Antillais, on va dire. C'est pas seulement en Guadeloupe, parce qu'on dit la Guadeloupe, c'est pas seulement en Guadeloupe, c'est aux Antilles, tout simplement, et en Afrique aussi. Donc c'est vraiment propre aux Noirs, à notre couleur de peau. On est très arrêté sur le fait que de pouvoir faire des choses. Alors premièrement, si demain, je vais me prendre un exemple pour ne pas accuser personne et que personne ne soit visé. Si demain le livre d'Audrey marche, s'il fait l'argent, et bien si j'ai envie d'acheter ça, si j'ai envie de faire un petit voyage, qui dit ah ouais, il plein l'argent et qu'elle dit il plein problème, ben je vais pas faire le livre. Si j'ai envie de passer par exemple chez Canal 10 pour parler de mon livre et pour dire voilà, moi j'ai fait tel parcours, j'ai écrit un livre, je vous invite à faire telle chose. Je dis mais quand Audrey comprendre, et ben je vais pas aller chez Canal 10. Ouais. Donc en fait, c'est le regard des gens. Ils disent ah Audrey depuis tout petit, toujours ils font un paquet de bitins. Donc au final tu ne fais rien puisque ça t'handicape, ça te paralyse et puis pire, ça te met ça te paralyse, ça t'empêche de faire les choses. Donc il ne faut pas oublier qu'il faut d'abord investir sur soi et j'invite notamment mardi 17 décembre à la médiathèque du Lamentin à venir justement découvrir la présentation de ce livre et ce sera en avant-première. Vous pourrez acheter ce livre qui n'est pour l'instant en vente nulle part, il sera en vente juste après. Voilà. Merci beaucoup en tout cas Audrey Cornélie d'être venue sur ce plateau ce soir pour effectivement nous parler de votre ouvrage Réussir ou mourir. Bon, vous pouvez le prendre au sens propre si vous le voulez, ça peut être motivant, mine de rien. Oui, aussi, mais il faut retenir réussir. Toujours. Toujours. Merci beaucoup à vous. Voilà, chers téléspectateurs, j'espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. Petit rendez-vous, donc c'est le 17 à la médiathèque du Lamentin. 17 décembre à la médiathèque du Lamentin à 19h. Donc, venez, venez nombreux. Donc, effectivement, je vous rappelle son numéro de téléphone si vous voulez réserver quand même, parce que la médiathèque, c'est le 06 90 67 01 98. Appelez, envoyez un message. Je me ferai un plaisir de déjà vous expliquer mon parcours, de prendre le temps avec vous, de vous réexpliquer ce qu'est le coaching et puis surtout de vous dédicacer mon livre. Merci beaucoup Audrey Cornélie. Voilà, chers téléspectateurs, le focus c'est terminé pour ce soir. À venir après la coupure pub, Yves Boisset et son émission C'est Politique. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain à 18h30. Une bonne soirée à vous. Bisous bisous.